Apprendre, ce n'est pas juste une histoire de bonnes notes à l'école. Dans la vraie vie, c'est souvent bien plus que ça. Pensez-y. Un chirurgien ne peut pas mettre son opération sur pause pour chercher sur Google la prochaine étape. Un pilote ne peut pas se rappeler à peu près de la procédure d'urgence quand un moteur lâche. Et pourtant, il y a un énorme paradoxe. La plupart d'entre nous, on a appris et étudié avec des méthodes comme la relecture ou le surlignage. Le problème, la science a prouvé que ces techniques sont en fait terriblement inefficaces. Pire encore, elles nous donnent une fausse et dangereuse impression de savoir. Et c'est là qu'est tout le piège. Nos méthodes d'études préférées nous donnent confiance, c'est vrai, mais c'est une fausse confiance. C'est ce qu'on appelle l'illusion de savoir. On est persuadé de maîtriser le sujet, mais au moment où on en a vraiment besoin, il n'y a plus personne. Le cerveau est vide. Pour bien comprendre, imaginons 2 étudiants. Le premier passe 1 heure à relire ses notes, à surligner les passages importants. À la fin, tout lui semble super familier, il se sent prêt, confiant. Le second, lui, passe son heure à se tester avec des fiches. C'est difficile, il bute sur certaines questions, il doute. Le jour de l'examen, à votre avis, qui s'en sort le mieux ? Eh bien, contre toute attente, c'est celui qui a galéré qui obtient la meilleure note. Et la raison est toute simple. Le véritable apprentissage, le durable, il se produit quand on force notre cerveau à aller chercher une information, pas quand on se contente de la reconnaître sur une page. Se sentir familier avec un sujet, ce n'est pas le connaître, c'est un leurre. Et ça nous amène directement au premier grand principe d'un apprentissage efficace. L'idée, ce n'est pas d'essayer de pousser de force l'information dans notre cerveau, non, c'est tout l'inverse. Il faut la tirer activement de notre mémoire. Scientifiquement, ça porte un nom, l'effet de test. C'est simple à visualiser. Chaque fois qu'on fait l'effort de se souvenir de quelque chose, on renforce le chemin neuronal qui mène à cette information. C'est exactement comme faire une répétition en musculation. Plus on le fait, plus le chemin devient rapide et solide. C'est un véritable entraînement pour la mémoire. Ok, mais concrètement, comment on fait ? C'est tout bête. On lit un passage d'un livre ou d'un cours. Puis, on ferme le livre. Et là, on essaie de résumer à voix haute ou par écrit les idées principales, juste de mémoire. C'est seulement après cet effort qu'on rouvre le livre pour vérifier. C'est redoutable d'efficacité pour voir ce qu'on a vraiment retenu. Cette idée va même plus loin. La forme la plus puissante de ce test, c'est d'essayer d'enseigner ce qu'on a appris. Si on est capable d'expliquer un concept avec des mots simples à quelqu'un qui n'y connaît rien, alors là c'est gagné. Ça veut dire qu'on l'a vraiment intégré. C'est le test ultime. On passe au deuxième principe. Et attention, celui-là est complètement contre-intuitif. Pour que l'apprentissage soit vraiment efficace, il faut qu'il soit difficile. Oui, difficile. Les scientifiques appellent ça les difficultés souhaitables. Un bon exemple, c'est la répétition espacée. L'apprentissage, c'est comme un jardin. Si on le noie sous l'eau une seule fois, ça ne sert à rien. Par contre, un petit arrosage régulier, bien espacé, et les plantes deviennent robustes. Pour notre cerveau, c'est pareil. Bachoter pendant des heures juste avant un examen, c'est l'inondation. Mieux vaut travailler un peu chaque jour. Le fait d'oublier légèrement entre chaque session force le cerveau à faire un plus grand effort pour retrouver l'info. Et c'est cet effort qui l'ancre en profondeur. Autre difficulté bénéfique, l'entrelacement. Au lieu de se concentrer sur un seul sujet à la fois, genre faire tous les exercices du chapitre 1, puis tous ceux du chapitre 2, l'idée c'est de tout mélanger. On passe d'un type de problème à un autre, ça paraît plus chaotique, mais ça oblige le cerveau à ne pas tourner en pilote automatique. Il doit constamment analyser la situation et choisir la bonne stratégie. Ça développe une compréhension beaucoup plus agile et solide. Bon, ces stratégies sont de super outils, mais attention, des outils ne servent à rien si on ne sait pas s'en servir. Pour que ça marche, il faut une base, un socle psychologique. Et ce socle, c'est notre état d'esprit. C'est tout aussi important que la méthode. En gros, il y a 2 façons de voir les choses. D'un côté, l'état d'esprit fixe. On pense que l'intelligence, c'est inné. Soit on est bon, soit on est nul. Un défi, c'est une menace, une occasion d'être jugé. De l'autre, l'état d'esprit de croissance. On croit que l'intelligence se développe par l'effort. Un défi, c'est une opportunité de grandir. Un échec, c'est juste une info sur ce qu'il faut travailler. La différence tient parfois à un seul mot, passer de « je n'y arrive pas » à « je n'y arrive pas encore ». Ça change tout. Une célèbre expérience illustre ça à la perfection, le test du marshmallow. On donnait le choix à des enfants, un marshmallow tout de suite ou 2 s'ils attendaient un quart d'heure. Ce qui est fou, c'est qu'en les suivant des décennies plus tard, les enfants qui avaient su patienter avaient, en moyenne, de bien meilleurs résultats dans la vie. L'apprentissage efficace demande cette même patience, accepter un effort à court terme pour une récompense bien plus grande à long terme. Alors quand on assemble toutes ces pièces, la vision de l'apprentissage se transforme. L'état d'esprit de croissance nous donne la permission de trouver les choses difficiles, de voir l'effort non pas comme un signe de faiblesse, mais comme le moteur du progrès. C'est ce qui rend les difficultés qu'on a vues avant non seulement supportables, mais carrément souhaitables. On ne subit plus l'apprentissage, on le construit activement. Donc si on devait résumer cette nouvelle boîte à outils, ça donnerait quoi ? Premièrement, se tester sans cesse plutôt que de relire passivement.
Deuxièmement, espacer ses révisions et mélanger les sujets pour vraiment faire travailler le cerveau. Et surtout, troisièmement, accueillir les défis avec l'idée qu'ils nous rendent plus forts. En bref, faire de l'apprentissage un vrai sport, un processus actif, et non une simple consommation passive d'informations. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si on peut apprendre quelque chose ou non, c'est de savoir comment on choisit de l'apprendre. Avec ces principes, la maîtrise de n'importe quel sujet devient accessible. Reste juste une question à se poser. Par quoi va-t-on commencer ?